Je m'appelle Amélie Cartier et j'ai 36 ans. Depuis 3 ans, je payais discrètement pour presque tous les plaisirs de ma famille. Le prêt immobilier de la maison en banlieue où vivaient mes parents et ma petite sœur Chloé, la cagnotte pour la croisière estivale en Méditerranée, et même la colonie de vacances de mes jumeaux, que ma mère exigeait que nous fassions tous ensemble. Pour soi-disant resserrer nos liens. Je n'ai jamais demandé de reconnaissance. Je voulais juste que mes fils, Léo et Hugo, grandissent en ayant le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand que notre simple petit duo, depuis que leur père est décédé quand ils avaient 3 ans. Ce matin-là a commencé comme les autres. L'odeur du café qui coule, les jumeaux qui se disputent pour le paquet de céréales. La lumière du soleil qui perçait à travers les stores de la cuisine pendant que je faisais défiler l'itinéraire de la croisière une dernière fois sur mon téléphone, vérifiant l'attribution des cabinets, associant les billets d'excursion au bon prénom. Puis, mon téléphone a vibré. C'était ma mère. Je me souviens avoir posé ma tasse lentement parce que quelque chose dans ce timing me semblait anormal. Trop tôt, trop sec. Le message disait. Changement de programme. Toi et les jumeaux, vous ne venez plus. Ta sœur ne veut que la vraie famille pour cette croisière. Je l'ai lu 3 fois avant d'en saisir tout le sens. La vraie famille. Des mots que j'avais déjà entendus ma mère prononcer en passant, généralement lorsqu'elle comparait les fiançailles de Chloé à mon veuvage, mais jamais aussi directement, jamais dirigé contre mes fils comme une sentence. Je l'ai appelée immédiatement. Elle a décroché à la 4e sonnerie. Un bruit de fond de vaisselle qui s'entrechoque, comme si elle préparait tranquillement son petit déjeuner. D'un ton faussement détaché. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire et elle a soupiré comme si c'était moi qui faisais des histoires. Elle a répondu que Chloé se sentait mal à l'aise à l'idée d'avoir les garçons lors d'une escapade romantique, surtout que la belle famille de son nouveau fiancé devait les rejoindre à mi-parcours. Que ce n'était pas personnel, juste une question de logistique, d'organisation des places et de l'espace dans les cabines. Je lui ai demandé de qui venait l'idée de cette croisière à la base. Elle a marqué une pause, puis a admis que c'était la mienne, mais que comme Chloé payait maintenant pour des suites surclassées, c'était devenu son voyage et c'était à elle de l'organiser. Je suis restée silencieuse pendant un long moment. Je fixais le plan de travail en granit que j'avais choisi pour leur maison 2 ans plus tôt. Cette maison que j'avais aidée mes parents à financer lorsque leur pension de retraite s'était révélée insuffisante. Celle où Léo et Hugo faisaient leur sieste, devant laquelle ils avaient appris à faire du vélo, et qu'ils appelaient leur 2e maison. Je lui ai posé une dernière question. Est-ce que les garçons et moi faisons toujours partie de cette famille, oui ou non? Et elle n'a pas répondu tous deux suite, ce qui était une réponse en soi. Je lui ai dit que j'avais besoin de réfléchir, et j'ai raccroché avant que ma voix ne se brise devant mes fils, qui me regardaient depuis la table, sentant que quelque chose n'allait pas, comme les enfants le devinent toujours. Je les ai envoyés à l'école ce jour-là avec leur cartable prêt, leur goûter dans le sac, et la promesse que tout allait bien. Ensuite, je me suis assise à mon bureau, mon ordinateur portable allumé, avec les mains bien plus fermes que je ne l'aurais cru. J'ai ouvert tous mes comptes bancaires, la compte de la croisière, le prélèvement mensuel pour le prêt immobilier de mes parents, et le financement de la prestigieuse école de gastronomie de Chloé, que je payais discrètement depuis plus d'1 an sans jamais en parler à personne d'autre qu'à mon expert comptable. Un par un, j'ai annulé tous les virements automatiques. Ensuite, j'ai appelé la banque au sujet de la maison, celle qui était toujours légalement à mon nom parce que j'étais la seule à remplir les critères pour le crédit quand le dossier de mes parents avait été refusé.
Celle où il vivait gratuitement depuis 6 ans, persuadé qu'il s'agissait d'une simple générosité familiale sans aucune contrepartie. J'ai contacté un agent immobilier de confiance, je lui ai expliqué la situation d'une voix dont le calme m'a surprise moi-même, et en quelques heures, un panneau à vendre a été commandé pour une maison dans laquelle je n'avais jamais vécu, mais que j'avais acquise de ma propre signature. Ce même jour, j'ai annulé les paiements, mis en vente la maison dans laquelle ils vivaient tous, et j'ai quitté la ville avec mes fils. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai envoyé aucun SMS de colère. Je ne leur ai même pas dit ce que j'avais fait. J'ai simplement fait 2 valises, je suis allé chercher Léo et Hugo à l'école plus tôt que prévu. Je leur ai dit que nous partions pour notre propre aventure. Et j'ai roulé pendant 3 heures vers la côte bretonne jusqu'à une petite location en bord de mer que j'avais réservée sous un autre nom, au cas où quelqu'un viendrait nous chercher trop vite. Les jumeaux trouvaient ça excitant, un voyage improvisé. À la plage, de nouveaux draps, une nouvelle fenêtre qui donnait sur l'océan au lieu de notre impasse habituelle. Je les ai laissés y croire pour le moment. Ce qu'ils ne savaient pas, ce que personne ne savait encore, c'est que quelque part chez nous, la paperasse était déjà en marche, les annonces immobilières étaient déjà en ligne, et un chapitre de ma vie, défini par des sacrifices silencieux, se fermait sans l'autorisation de personne d'autre que moi. Ce soir-là, alors que les garçons dormaient dans une maison qui n'appartenait qu'à nous, j'ai mis mon téléphone sur silencieux et je l'ai posé face vers le bas sur la table de nuit, sentant déjà que ce calme ne durerait pas. Et quand mes parents et Chloé ont fini par atterrir de leur croisière, s'attendant à rentrer tranquillement dans le foyer que j'avais bâti pour eux, ce qui les attendait à la place allait tout changer. Ils ont atterri un jeudi après-midi, bronzés et détendus, traînant des valises remplies de parfums du duty-free et portant des lunettes de soleil assorties. Et le premier réflexe de ma mère, selon la voisine qui m'a appelé plus tard par inquiétude, a été de marcher directement vers la porte d'entrée de cette maison comme elle l'avait fait des milliers de fois auparavant. Sauf que sa clé n'a pas tourné. La serrure avait été changée 3 jours plus tôt par le serrurier que j'avais engagé le matin même où j'avais pris toutes ces décisions, qui finiraient par redéfinir le reste de ma vie. Ma mère est restée là, confuse, puis irritée, puis alarmée lorsqu'elle a remarqué le petit panneau rouge et blanc planté dans le parterre de fleurs dont elle s'occupait chaque printemps. Celui qui indiquait « Vendu, signature chez le notaire dans 14 jours ». La voisine, une gentille dame âgée prénommée Martine, qui avait vu mes garçons grandir depuis sa terrasse, a raconté que le visage de ma mère avait pâli avant même qu'elle ne m'appelle. Mon téléphone était resté éteint presque toute la journée, rangé dans un tiroir, pendant que Léo et Hugo construisaient des châteaux de sable devant notre location, apprenant à sauter dans les petites vagues sans leur brassard pour la toute première fois. Quand je l'ai finalement rallumé ce soir-là, l'écran s'est illuminé avec quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. 43 appels en absence empilés les uns sur les autres. Une messagerie vocale saturée. Des SMS allant de l'incompréhension à la fureur, puis au désespoir. Est-ce que c'est une erreur? Appelle-moi tout de suite. Qu'est-ce que tu as fait? Nous avons besoin de cette maison. S'il te plaît, Amélie. S'il te plaît, rappelle. Je me suis assise sur les marches de la véranda, la brise marine décoiffant mes cheveux, et je les ai lus lentement. Un par un, en ressentant une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Pas de la culpabilité, ni même du triomphe, juste une immense lucidité. J'ai fini par rappeler ma mère une fois que les garçons étaient endormis. Sa voix s'est brisée. À la seconde où elle a entendu la mienne, exigeant des explications, me demandant comment je pouvais faire ça à ma propre famille, et je lui ai calmement demandé de quelle famille elle parlait.
La même famille qui avait exclu mes fils d'une croisière que j'avais payée, sans même en discuter avec moi. Elle a bafouillé, a essayé d'atténuer les choses, a dit que c'était la décision de Chloé, pas vraiment la sienne. Et je lui ai rappelé que c'était elle qui avait envoyé le message. C'était elle qui avait choisi le silence quand j'avais demandé si mes fils comptaient toujours comme de la vraie famille. Il y a eu un non-silence. Puis Chloé a arraché le téléphone, sa voix perçante de cette arrogance que j'avais silencieusement financée pendant des années sans me plaindre, m'accusant de réagir de façon disproportionnée et de détruire leur foyer pour un simple petit malentendu. Je lui ai dit que ce n'était pas un malentendu. C'était une décision, la sienne et celle de notre mère, et que les décisions entraînent des conséquences. J'ai expliqué sans élever la voix que le prêt immobilier était à mon nom parce qu'aucun d'eux n'était solvable, que chaque mensualité depuis 6 ans provenait de mon compte bancaire, que cette maison n'avait jamais été un cadeau, mais simplement un prêt de confort que je choisissais aujourd'hui de récupérer. Chloé m'a dit que j'étais cruelle. Je lui ai répondu que la vraie cruauté, c'était d'exclure 2 petits garçons de 8 ans d'une croisière familiale parce que leur existence compliquait apparemment les belles photos de vacances de son fiancé. Nouveau silence. Ma mère a repris l'appareil, cette fois en suppliant au lieu d'accuser, demandant où ils allaient bien pouvoir aller, ce qui allait leur arriver maintenant que la vente était déjà en cours. Et je lui ai dit la vérité, que j'avais déjà signé les papiers pour une maison plus petite sur la côte, juste assez grande pour nous 3, une maison où plus personne ne déciderait jamais que mes fils n'étaient pas assez vrais pour avoir leur place. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas fait la liste des griefs accumulés ces dernières années. Je l'ai simplement laissé face à l'inconfort de ses propres conséquences, pour la première fois depuis plus longtemps que je ne m'en souvienne. Au cours des jours suivants, les appels sont passés de frénétiques à occasionnels, pour finalement céder la place au silence absolu, remplacé par un unique email de l'avocat de la belle famille de Chloé, demandant des précisions sur le calendrier de la vente de la maison, confirmant que même eux avaient compris que la situation avait basculé de façon irréversible. J'ai vendu la propriété en l'espace de 2 semaines, j'ai utilisé une partie de l'argent pour acheter notre nouvelle maison comptant, et j'ai placé le reste sur des comptes d'épargne pour Léo et Hugo, m'assurant que leur avenir soit enfin protégé par des limites saines au lieu de la culpabilité. Certaines nuits, je pense encore à la version de moi-même qui se serait excusée. Juste pour préserver la paix. Qui aurait trouvé le moyen de payer pour une croisière de plus, une excuse de plus, un énième effacement silencieux de ses propres enfants pour le confort de personnes qui n'ont jamais pris les miens en considération. Mais regardez Léo et Hugo courir pieds nus sur notre nouvelle terrasse, riant sans rien savoir de la tempête qui s'était abattue derrière eux, m'a rappelé que partir n'était pas un abandon. C'était de la protection. J'ai construit quelque chose de nouveau sur les ruines d'attente qui n'avaient jamais été juste pour commencer. Et pour la première fois depuis des années, ma famille, celle qui comptait vraiment, se sentait enfin au complet. Si cette histoire vous a touché, si vous pensez que la vraie famille, c'est d'être là pour les gens qui sont là pour vous, cliquez tout de suite sur le bouton d'abonnement car il y a tellement d'autres histoires comme celle-ci qui vous attendent. Et croyez-moi, vous ne voulez vraiment pas rater la suite.